Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par une actualité économique. Le navire Hafnia, transportant du carburant pour approvisionner les stations pour une durée de 1 mois, a débarqué dans la soirée au port de Tuamasen. Ce navire transporte 79 millions de litres de carburant, dont du gasoil, de l'essence et du pétrole. À partir de demain, ces carburants seront répartis dans les stations de stockage dans toute l'île, selon les explications du responsable sur place, Antoniana Martina et Rivra François. Le navire Hafnia Nanjin est arrivé à Tuamasen à 14 heures. Ce navire transporte 79 millions de litres de carburant, dont 57 millions de litres de gasoil, 17 millions de litres d'essence et 5 millions de litres de pétrole. Le débarquement a eu lieu vers 16 heures. L'importation de carburant pour Madagascar se déroule normalement, selon toujours les informations. Les stocks seront disponibles pour une durée de 1 mois et ces carburants seront répartis dans toutes les stations à partir de demain. Outre l'arrivée du navire Hafnia, on sait qu'une trentaine de camions-citernes sont déjà arrivés à Tuamasen aujourd'hui, effectuant des ravitaillements comme à l'accoutumée. Et puis, le nouveau système de traçabilité du bétail constitue un moyen pour développer la production laitière. La disponibilité des données contribue au développement de ce secteur. C'est pourquoi les acteurs formels dans cette filière, regroupés au sein du Malagasy Dairy Board, estiment très important l'opérationnalisation du nouveau système d'identification et de traçabilité de bétail ou Livestock Identification and Traceback System. Je dis qu'à Al-Ranjanirin pour plus de détails. Le secteur laitier est un secteur qui devrait profiter de la conjoncture mondiale pour favoriser la production locale. Au cours des 10 dernières années, les importations de produits laitiers ont augmenté, mais à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tous les pays réduisent leurs exportations et se concentrent sur l'autosuffisance alimentaire. Selon le Malagasy Dairy Board, il y aura une diminution des produits importés. Ainsi, les Malagasy peuvent saisir cette occasion pour augmenter leur production, à condition que le secteur manufacturier soit bien soutenu. L'utilisation de boucles électroniques dans le cadre du projet LITS aidera beaucoup à améliorer l'augmentation de la production de lait, puisque disposer des données qui peuvent être obtenues grâce à cela est un outil pour mener une stratégie très efficace d'amélioration de la production. Selon les derniers chiffres du ministère, la production de lait à Madagascar l'année dernière était d'environ 100 millions de litres. La consommation de lait et ses dérivés est de 12 kilos par personne par an. Nous devons donc combler un énorme écart de production pour atteindre la moyenne de l'OMS qui est de 60 kilos par personne par an. L'une des étapes pour y parvenir est la mise en place d'une plateforme pour réunir les acteurs indépendants de la filière bovine, notamment les éleveurs, les transporteurs, les commerçants, les vétérinaires et les laboratoires. Et puis dans les actualités également, l'on célèbre ce jour le 31e anniversaire de la Grande Marche d'Iavlou, un événement dont le but était de déloger le président de l'époque, l'amiral Didier Ratsirak, et mené par le professeur Zafi Albert, le pasteur Ranjamanzat Richard et le général Rakoutoir Sanjean. Le bilan rapporté à l'époque faisait état de plusieurs morts et de soixantaines de blessés. Les détails avec Jean-Claude Ndjiamalal. Entomiakatry firenenti, Uravanani Mandan Jéricho, traduit librement par sortir le pays de la pauvreté, les murs de Jéricho seront détruits. Tel était le slogan qui avait inspiré la population en 91 pour destituer le président de l'époque, l'amiral Didier Ratsirak, et pour exiger la révision de la Constitution et l'instauration de la démocratie. La lutte avait débuté au Koum 67 hectares le 1er mai 91 et s'était étendue sur la place du 13 mai. Une discussion entre les leaders de la lutte et le président de l'époque s'était déjà tenue, mais cela n'avait pas abouti. D'autre part, la population avait insisté pour que les meneurs de lutte ne reculent pas face aux dirigeants de l'époque. Quelques jours après le début des manifestations, le 10 août 1991, les leaders de la lutte ont conduit leurs partisans à Mavlou, mais quelques kilomètres avant l'entrée du palais présidentiel, les gardes ont tiré sur les manifestants. Résultat, plusieurs personnes ont perdu leur vie et des dizaines blessées.
La population espérait un changement après cette grande marche qui avait causé la mort de plusieurs d'entre eux, mais en vain. Actuellement, nombreux sont ceux qui prétendent être des leaders, mais ce que l'histoire retient d'eux reste encore une blessure dans le cœur des Malagasy. Les politiciens devraient changer leur façon de faire de la politique et chacun devrait considérer Madagascar comme un pays commun qui n'appartient pas à une seule famille ou à un seul parti politique. Le développement du pays devrait être la priorité de tous, surtout en cette période de crise mondiale. L'instabilité politique ne mènera pas à ce développement tant espéré. Les efforts du gouvernement actuel devraient se poursuivre et être soutenus par tous. Et puis, aucune demande d'autorisation écrite de manifester n'a été reçue ce jour par la préfecture de la ville d'Antananarivo pour marquer le 10 août. Par ailleurs, le mouvement RMDM a fait une demande verbale de célébrer leur 3e anniversaire d'existence. La préfecture leur a donné la place du Magro Tanzumbat pour ce faire. Cependant, aucune manifestation n'y a eu lieu. Radramanazatouf, Antarazanarvilo. Le mouvement RMDM a effectué une demande verbale auprès de la préfecture d'Antananarivo pour célébrer sa 3e année d'existence sur la place du Magro Beorirk, selon le préfet Angelo Ravelnarivo. Après concertation auprès de l'OMC, il a été convenu qu'ils sont autorisés à célébrer cet anniversaire sur la place du Magro Tanzumbatu. Ainsi, des éléments des forces de l'ordre ont été aperçus aux alentours du Magro et à Nalakeli. Mais finalement, la célébration n'a pas eu lieu selon le préfet. Les Tananariviens ont poursuivi leurs activités habituelles dans le calme ce jour. Et puis, l'inflation mondiale est inévitable à cause des crises engendrées par la pandémie de Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, selon les citoyens que nos journalistes Fantasena Mireille et Yves Janel ont interviewés. Le gouvernement actuel œuvre pour alléger les impacts sur la population malagasy, selon les présidents d'associations. Ainsi, il ne faut pas créer une instabilité politique, ont-ils souligné. Les détails. Que ce soit les carburants ou les produits de première nécessité, tous sont concernés par l'inflation. Toutefois, cette situation ne se touche pas uniquement dans notre pays. Cette crise est mondiale. Face à cette situation, le gouvernement est aux côtés de la population et veille à ce que cette crise n'ait pas d'impact violent au sein de chaque foyer. En parallèle, la construction de nouvelles infrastructures se poursuit pour répondre aux besoins de la population. Ainsi, l'instabilité politique n'est pas souhaitable selon des présidents d'associations. Ils appellent ainsi à la solidarité et au soutien à l'État pour le développement du pays. Infrastructure à présent, 95% des travaux de réhabilitation de la route nationale 5A reliant Ambiloubé et Vohemar sont achevés actuellement, selon le ministre des Travaux publics lors de sa visite sur place hier. L'inauguration de cette route se fera prochainement. Les travaux ont été réalisés par une entreprise chinoise. Ça, Sylvain. Cette image représente l'état de la route nationale 5 reliant le district d'Ambiloubé au district de Vohemar il y a 3 ans de cela. Cette route était considérée comme la plus dégradée de Madagascar. Actuellement, cela n'est plus qu'un mauvais souvenir pour la population. La route est réhabilitée et 95% des travaux sont réalisés. Les véhicules particuliers peuvent effectuer le trajet de 152 km en 2h30. Maintenant, si cela se faisait en 16 heures auparavant et en 36 heures pour les camions. Cela profitera à la population, surtout économiquement, à travers le transport des marchandises comme la vanille et le cacao, soutient le ministre des Travaux publics, Jerry Achefndjazan. Par ailleurs, les réhabilitations des routes en centre-ville, de certaines ruelles, d'une portion de route dans la ville de Vohemar sont également en cours, a-t-il poursuivi. La réhabilitation de cette route nationale 5A a été lancée par le président de la République en avril 2019 et elle sera bientôt inaugurée. Santé à présent, le coût d'un appareil auditif est estimé à 1 million à 3 millions d'ariary, un coût qui n'est pas à la portée de la majorité des Malagasy selon les médecins. Par ailleurs, de nombreux malentendants ne se font pas consulter, selon toujours les médecins, lors d'un atelier pour une stratégie nationale des soins de l'oreille et de l'audition qui s'est tenu ce jour.
Seulement 10 à 14% des malentendants viennent consulter les médecins selon le rapport. Ce taux est faible, ont-ils poursuivi. Effectivement, à Madagascar, il y a peu de centres spécialisés en maladies de l'oreille et peu de spécialistes de cette maladie. Mais surtout, il y a la cherté des appareils auditifs, lesquels atteignent les 3 millions d'ariary. Des efforts ont déjà été déployés par le ministère de la Santé publique afin de prévenir les maladies de l'oreille et d'éviter la surdité. Et aujourd'hui, s'est tenu un atelier pour une stratégie nationale des soins de l'oreille et de l'audition. La baisse des prix des matériels auditifs a également été discutée à cette occasion. Ce plan sera utilisé jusqu'en 2026, selon toujours les explications. Pour terminer les actualités locales, de nouveaux éléments ont été mis en place dans la région de Vaknakarach. Il s'agit notamment du commandant de la zone de défense et de sécurité à Tiafadzavn et du délégué militaire régional. Le ministre de la Défense nationale a assisté à leur prise de fonction hier. Il a également encouragé sur la nécessité de la collaboration de l'armée et des responsables locaux afin de réduire l'insécurité pour que la population puisse s'atteler au développement. Jameson Naranjan Arman, notre correspondant à Tirabé. Il n'y a pas de véritable développement sans paix et sécurité. Le gouvernement actuel s'efforce désormais de mettre en place toutes les stratégies afin de permettre à la population d'être en sécurité, quel que soit le lieu où elle se trouve. Raison pour laquelle les responsables étatiques dans la région de Vaknakarach ont été regroupés à l'Académie militaire d'Antsirabe mardi dernier pour la mise en place de nouveaux systèmes, notamment le commandement de la zone de défense et de sécurité à Tiafadzavn et le délégué militaire régional, ainsi que de plusieurs brigades d'infanterie. Selon le ministre de la Défense nationale, le général Rakutini Rina Richard, la mise en place de ces nouveaux systèmes permettra de mieux gérer l'insécurité. Il a également rajouté que la coopération de tous permettra de réduire l'insécurité à Madagascar, l'engagement numéro 1 du président de la République. Et on passe à présent aux actualités internationales. 24 heures après la perquisition de la résidence de l'ex-président américain Donald Trump en Floride, l'escalade judiciaire fragmente la classe politique américaine. Les soutiens du milliardaire parlent de persécution politique, certains en appelant à la guerre civile. France 24. Ils n'ont pas tardé à réagir. Ces supporters de Donald Trump se réunissent à quelques encablures de la résidence de l'ancien président américain, perquisitionné ce lundi par le FBI. Ils lui apportent leur soutien plein et entier. Le FBI n'avait aucune raison de faire ça. Ils essayent juste de persécuter Donald Trump et de trouver quelque chose à son sujet. Mais ils ne trouveront rien car Donald Trump est le meilleur et le plus honnête des présidents qu'on a jamais eu aux États-Unis. Nous pensons que ce qui est arrivé hier est horrible. Pour nous, c'est un abus de pouvoir. Selon plusieurs médias américains, la police fédérale souhaitait mettre la main sur des documents classifiés emportés par Donald Trump lors de son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021. Un nouveau revers pour l'ancien président, déjà sous le coup de plusieurs enquêtes sur l'assaut du Capitole. Des accusations infondées pour ses partisans qui dénoncent une chasse aux sorcières politiques. J'ai l'impression d'être au Venezuela, en Chine, en Russie et même dans l'Allemagne d'Hitler. Pour nous, le peuple, il est temps de sortir du canapé, d'éteindre Netflix, de poser le téléphone et de sortir. Sinon, nous n'aurons bientôt plus de pays. La perquisition de Mar-a-Lago a divisé la classe politique américaine. Si la démocrate Nancy Pelosi a déclaré que personne n'était au-dessus des lois, les républicains se sont empressés d'ériger Donald Trump en martyr. L'ancien président espère toujours se présenter à l'investiture républicaine en vue des élections de 2024. Des reprises de feu du gigantesque incendie de Landiras en Gironde ont ravagé au moins 6000 hectares de forêt de pins et entraîné l'évacuation préventive de plusieurs milliers de personnes, a annoncé la préfecture de la Gironde depuis ce jour. Des centaines de pompiers sont sur le front pour tenter de réduire les flammes qui se dirigent vers une autoroute. France 24. Des balais de Canadair incessants. Toujours en cours, ni maîtrisé ni fixé, l'incendie qui ravage l'Aveyron se poursuit. 500 pompiers se battent toujours contre les flammes. Dans la nuit, les soldats du feu ont lutté sans relâche pour contenir l'incendie poussé par le vent, avivé par une végétation asséchée. Après 24 heures de lutte, les pompiers continuent de déverser des tonnes d'eau sur les arbres.
Les flammes se sont propagées depuis Masgros en Lozère, en direction de 2 villages voisins de l'Aveyron. On a une multitude de petits foyers résiduels. La difficulté, c'est qu'ils sont inaccessibles et donc justement on essaye de trouver des solutions pour les attaquer. Plus de 2000 personnes ont été évacuées préventivement. Certains ont passé la nuit dans cette salle des fêtes, inquiets pour leur maison. On ne sait pas trop comment ça va se passer encore, si on va rester longtemps ici ou autrement, mais c'est un moment difficile. Dans ce centre d'hébergement temporaire ici à Millau, cette vacancière et ses enfants tentent de prendre leur mal en patience avant de pouvoir rejoindre enfin leur camping. Pas d'angoisse, on le prend comme ça vient. On a 3 enfants, donc on relativise aussi. Et voilà, on attend. Aucun blessé n'est à déplorer, aucune habitation n'aurait été touchée. Une enquête est en cours pour connaître l'origine du feu. Il pourrait avoir été déclenché par un engin agricole. Et pour terminer, de nouveaux navires chargés de 70 000 tonnes de céréales ont quitté mardi le port ukrainien de Tchornomorsk sur la mer Noire, en vertu de l'accord sur la reprise des exportations de Kiev, a annoncé le ministère ukrainien de l'infrastructure. France 24. Hier, nous nous sommes rendus à une 60aine de kilomètres de la ville d'Odessa, dans la campagne de cette oblast du même nom. Et nous avons rencontré notamment Vladimir, 70 ans, qui n'a pas une petite ferme, mais qui a une ferme intermédiaire, 300 hectares de culture de diverses céréales, et qui nous expliquait que depuis l'année dernière, et surtout depuis le 24 février, il a du mal à vendre ne serait-ce qu'un gramme de ces céréales, lui qui cultive du blé, de l'orge, mais également des graines de tournesol. Il nous a fait visiter son entrepôt où encore 260 tonnes de ces céréales de la récolte précédente et de celle de cette année sont encore là, au sol, gisent. Certaines sont en train de pourrir. Absolument aucune possibilité pour lui de vendre quoi que ce soit à l'étranger, alors même que depuis une semaine, vous l'avez dit, les navires quittent le port, les 3 grands ports d'Odessa. Et finalement, il nous expliquait que cette reprise des navires qui quittent Odessa, elle profite surtout aux grosses coopératives. Et lui a beaucoup de mal, il doit encore payer ses factures, il doit encore payer une partie de son personnel, l'essence évidemment, il n'a aucune rentrée d'argent, il est très inquiet. Le directeur adjoint du port d'Odessa, à qui nous avons pu parler hier, nous disait que l'inquiétude, elle vient du fait qu'il y a encore 20 millions de tonnes de céréales qui sont dans des silos, dans des entrepôts dans l'oblast d'Odessa, et qu'il y a une nouvelle récolte qui va arriver, et ils attendent de 20 à 25 millions de tonnes supplémentaires de céréales qui devront quitter le port dans les prochains mois. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.